Tous les jeux ont une histoire. Un seul est une légende. Pour moi, la légende a commencé quand j'avais à peine 4 ans, avec Ocarina of Time, le premier opus 3D de la saga. Évidemment, il faudra attendre que j'ai 10 ans pour être capable de le terminer. Aujourd'hui j'en ai 24, et ce serait mentir que de dire que mon amour pour ce jeu a diminué en 20 ans. La franchise Zelda, et en particulier Ocarina of Time, font partie de moi. Et je n'ai pas de problème à dire que ce dernier est mon jeu préféré de tous les temps. Mais ça va pas empêcher de le ruiner pour vous. Aujourd'hui, on va voir que Link n'a pas peur des fruits de mer. La théorie du jour, c'est que Link a fait sa première fois avec la princesse Ruto. Ouais. J'espère que vous aimez les sushis, cette théorie va nous emmener en plongée sous-marine, aucun rapport avec Link's Awakening. Pour rappel, Ocarina of Time est le 5e opus de la saga The Legend of Zelda, sorti en 1998 sur Nintendo 64. Console qui fonctionne encore parfaitement 20 ans après, comme vous le prouvent ces images d'illustration. Le jeu est souvent placé en numéro 1 des listes de meilleurs jeux de tous les temps, mais de 1, on n'est pas là pour parler de sa qualité, et de 2, je ne peux pas vraiment être objectif quand on parle de mon jeu préféré. Donc on s'en tape. Passons plutôt à notre théorie qui m'offre le titre le plus racoleur de toute l'histoire de ma chaîne. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire du jeu aussi vite que possible, le respect est en option. Il est également décédé, oui. Notre histoire commence dans la forêt Kokiri, où les enfants ne grandissent jamais et s'habillent tout en vert avec un petit chapeau pointu. Peter Pan ? Jamais entendu parler. Après un cauchemar où un mystérieux cavalier noir poursuit une jeune princesse, notre héros, Link, ou Connard si comme moi vous avez 6 ans d'âge mental, se réveille. Enfin, il est réveillé. Par Navi. Je pourrais faire une blague sur le fait que Navi est super chiante, mais tout le monde est déjà passé par là, je vais essayer d'être original, de me retenir, et ta gueule! Oh. On apprend donc que Connard est le seul Kokiri sans fée et que du coup, il ne trouve pas sa place au sein de la tribu. Navi lui demande de l'aide pour sauver l'arbre Mojo, patriarche végétal des Kokiri. Après avoir récupéré une épée et un bouclier, Connard se met donc en route pour l'arbre Mojo qui, tel un prêtre catholique, lui demande de rentrer en lui. Connard pénètre donc le patriarche et affronte le parasite Goma. Malheureusement, ça ne suffit pas à sauver l'arbre Mojo, qui décède juste après avoir confié l'émeraude Kokiri à Connard et lui avoir dit de partir à la rencontre de la princesse Zelda. Connard quitte alors la forêt Kokiri pour la première fois et sa meilleure amie, qui croche un peu sur lui, ce qui n'est pas bizarre pour le moment mais virera au très glauque plus tard, lui confie l'Ocarina des Fées. Connard part en direction du château d'Hyrule et après une très longue partie de 1, 2, 3 soleils avec des gardes qui n'ont pas bien retenu les règles, Soleil rencontre la princesse Zelda. Celle-ci l'informe que le cavalier noir de son rêve, Ganondorf, complote pour renverser le roi d'Hyrule. Elle lui explique qu'il doit récupérer les 3 pierres ancestrales pour ouvrir le temple du temps et obtenir la Triforce avant Ganondorf. Ça tombe bien, répondrait Connard s'il savait parler, j'ai déjà une des pierres ancestrales. Eh ben va chercher les 2 autres, Connard lui répond cordialement la princesse. Connard part donc en direction du mont du Péril où vivent les Gorons. Il les aide à débarrasser leur garde-manger des Dodongo, prouve que la gravité est un mensonge. Et en échange, leur chef Darunia, grand amateur de danse, lui offre la pierre ancestrale du feu et lui annonce qu'ils sont désormais frères de sang. Puis les Gorons tentent de le molester et Connard fuit aussi vite qu'il le peut. Il arrive finalement au domaine Zora où la princesse Ruto a disparu. Après avoir récupéré un message de celle-ci, Connard apprend au roi Zora qu'elle a été dévorée par le grand Jabu Jabu, divinité en forme de gros poisson et autre signe que Miyamoto a regardé trop de Disney. Le roi Zora décide donc de laisser passer Connard, qui part sauver la... Qui part sauver la princesse Ruto, bouge ton gros cul qui fait pouic-pouic. Connard se fait alors avaler par le grand Jabu Jabu et c'est là qu'il rencontre la princesse Ruto, la meilleure arme du jeu. Elle révèle à Connard qu'elle a perdu la bague de fiançailles de sa mère et ils doivent donc la retrouver. Ruto finit par récupérer la bague qui n'est autre que la pierre ancestrale de l'eau et elle est immédiatement victime du fléau qui fait souffrir tant de japonaises, le tentacle porn. Connard finit par sauver la jeune princesse qui le remercie en le traitant de nul. Puis, 2 secondes plus tard, Ruto trouve soudainement Connard très cool, quelqu'un a dit tsundere, et lui révèle que le saphir Zora ne peut être donné qu'à son futur fiancé. Elle accepte pourtant de lui donner, l'écran devient noir, et elle lui dit de ne rien dire à son père. Clin d'œil. Connard part donc en direction du temple du temps, mais en chemin, son cauchemar se réalise et la princesse est pourchassée par Ganondorf. Avant de disparaître, elle lui lance l'Ocarina du temps. Connard, portant bien son nom, jette immédiatement l'Ocarina que sa meilleure amie lui avait filé et récupère celui-ci qu'il pourra revendre bien plus cher sur
sur eBay. Arrivé au Temple du Temps, il déverrouille le passage et découvre l'épée de légende, que seul l'élu peut sortir de son socle, et on en est à 3 Disney. Connard retire l'épée et découvre qu'il est tombé dans le piège de Ganondorf, qui attendait simplement que le boulot soit fait pour lui. Notre héros se réveille alors 7 ans plus tard dans un corps d'adulte et découvre qu'Hyrule a été dévasté par Ganondorf. Il doit retrouver les 6 sages qui lui permettront de vaincre Ganondorf, et rencontre un mystérieux membre du peuple Sheikah aux cheveux blonds du nom de Sheik, ce qui n'est absolument pas un pseudonyme. Encore cette sale bête! Bref, Connard revient sur les traces de son enfance et part pour le temple de la forêt, où il apprend que Saria est une des 6 sages. Accessoirement, il est désormais un mec de 17 ans avec un crush qui en a physiquement 10. Ouais non mais je suis japonais, c'est un truc culturel! Connard part ensuite pour le mont du péril, sauve les Gorons, Darunia et le sage du feu, puis il se met en route pour le... Eh ben non, pas Pouic Pouic, parce que t'es congelé du con! Il récupère de quoi plonger et part pour le temple de l'eau où il recroise Ruto qui a ma foi bien grandi. Et accessoirement, c'est elle le sage de l'eau. Après un enfer total dans ce temple qui est l'incarnation du mal, il part pour le temple de l'ombre, puis le temple de l'esprit, et a finalement réuni les 6 sages. On apprend alors, à la surprise générale, que Sheik était en réalité Zelda. Oh. Et à l'instant même où elle dévoile être le 7ème sage, elle se fait kidnapper par Ganondorf. Heureusement, les 6 sages permettent à Connard de créer un pont pour atteindre le château. Sans déconner, il y a littéralement des personnages qui construisent des ponts dans ce jeu, c'est leur métier, mais non, on avait besoin de 6 sages mystiques pour faire un pont arc-en-ciel. Connard affronte Ganondorf et remporte la victoire, mais comme tout méchant qui se respecte, le roi des voleurs a installé un système d'autodestruction de son château. Connard doit donc se dépêcher de redescendre avec Zelda. Pas une seconde ne doit être perdue sur le jeu. J'ai baisé ta fille! Il résiste à s'échapper, mais après que la tour se soit effondrée, Zelda demande à Connard d'aller vérifier si tout est fini. T'es sérieuse? C'est alors que Ganondorf réapparaît, et en invoquant la puissance de la Triforce, il se transforme en Ganon. Connard finit par remporter la victoire, et pendant que Zelda maintient le monstre à terre, il lui assène le coup final, et les 6 sages le bannissent jusqu'au prochain jeu. Zelda remercie Connard, et comme elle réalise que c'est un enfant de 10 ans dans un corps d'adulte, elle ne fait pas sa meuf chelou et n'essaye pas de le pécho. Toutes vos fanfictions et vos fanarts sont dégueulasses, sachez-le. La princesse renvoie Connard à son époque où il crée un paradoxe en arrêtant Ganondorf dans le passé, ce qui fout un bordel monstre dans la timeline de la franchise, tout le monde fait la fête et les Gerudo dansent le French Cancan. Je n'ai rien à ajouter. Fin. Oui, le Saphir Zora est un gage de fiançailles, c'est explicitement dit dans le jeu. Et oui, la mise en scène semble bien impliquer une ellipse. Mais de là à supposer que Link s'est cru dans une quête de The Witcher pour convaincre Ruto à l'aide de son épée Kokiri, il y a tout un monde. Surtout vu qu'ils ont 10 ans, c'est grave chelou. Oui, même pour un jeu japonais. Sauf que cette théorie à laquelle je ne suis pas le premier à penser, elle se base sur une interprétation en particulier du jeu. Pour bien comprendre pourquoi le fait que Link a couché avec Ruto est non seulement sous-entendu, mais essentiel au thème principal de l'histoire, il va falloir que je vous présente toute cette interprétation. Et pour y répondre, il va falloir commencer par se poser une question d'apparence simple, mais beaucoup plus complexe dès qu'on se penche dessus. De quoi parle Ocarina of Time ? Question à laquelle on pourrait répondre qu'il parle d'une lutte du bien contre le mal ou encore d'une simple histoire de preux chevalier qui sauve une princesse en danger, mais ce serait manquer toute la subtilité du jeu. Ocarina of Time parle de grandir. C'est une histoire qui, essentiellement, parle d'un enfant qui apprend à entrer dans le monde des adultes. Et toute cette thématique s'exprime dans le jeu à travers les différents donjons. On commence avec l'arbre Mojo, figure paternelle qui, avec la tribu Kokiri, représente la famille pour Link. Le voyage de l'enfance à la vie adulte démarre donc par la perte d'un parent. Tout à coup, Link ne peut plus juste rester à l'abri dans sa forêt. Le doux temps de l'insouciance vient de se terminer et il lui faut partir suivre sa propre voie et se découvrir en tant qu'individu. Le deuxième donjon est littéralement l'épreuve du feu dans la caverne d'Odongo. Link affronte ses peurs pour sauver le peuple Goron, en échange de quoi il gagne le statut de frère de sang. Les Gorons représentent l'amitié que l'on forge hors de la cellule familiale, l'un des premiers pas que l'on fait vers une vie sociale plus adulte. On quitte les bras de papa et maman pour aller jouer avec ses amis et on noue avec eux des liens particuliers qui participent à notre développement. Et on arrive alors au dernier donjon de l'enfance, bien plus étrange et dégoûtant que les précédents. Je ne pense pas que ce soit anodin qu'il prenne place à l'intérieur d'un corps entouré de chair en mouvement et de muqueuses humides. Le ventre de Jabu Jabu représente la sexualité, et en particulier la sexualité lors de la puberté. Alors que le corps change et que l'on perd tous ses repères, on découvre cette partie étrange et il faut l'admettre assez peu ragoûtante, au premier abord de la vie. On fait le dernier pas hors de l'enfance. Ce n'est pas pour rien que l'on associe la découverte de la sexualité à la fin de l'innocence. Et vous noterez que c'est le premier donjon que l'on explore en partie avec un autre personnage, du sexe opposé qui plus est. Link et Ruto ont tous les deux été absorbés sans le vouloir par ce gigantesque monstre, et c'est ensemble qu'ils essayent de trouver leur repère dans ce nouveau monde qui leur est étranger. Ruto dit même qu'elle a l'habitude de venir dans le ventre de Jabu Jabu, mais que tout a changé subitement et que des monstres sont apparus, ce qui peut être compris comme le ressenti qu'on a face à son corps qui change avec la puberté, et qui nous semble tout à coup complètement étranger. Ce qui fait relativiser, l'acné c'est quand même moins pire que des méduses électriques. La thématique est d'autant plus renforcée par la présence du saphir Zora, quelque chose qui ne doit traditionnellement être donné qu'à son futur époux. Oui, ce caillou bleu représente la virginité de Ruto, et c'est Link qui l'apprend. Elle en parle comme de son bien le plus précieux et demande à Link de ne pas en parler à son père. Quand même.
Je vous l'avais dit, c'est pas juste une transition bizarre et un changement d'opinion soudain. Il y a un petit peu plus de quéquette dans l'histoire. Et évidemment, après cette dernière étape dans le développement marquant la fin de l'enfance, qu'est-ce qui arrive à Link? Il devient adulte, littéralement cette fois-ci. Mais la thématique ne s'arrête pas là, au contraire, elle est renforcée par les donjons suivants, en particulier les 3 premiers qui reviennent sur les traces des donjons de l'enfance. Le temple de la forêt voit Link affronter des esprits et son boss n'est nul autre que le fantôme de Ganondorf. Link affronte littéralement les cauchemars de son enfance dans une thématique qui tourne autour de la mort d'autrui. Dans ce cas, celle de l'arbre Mojo. C'est dans le temple de la forêt que Link apprend à accepter le décès de son parent, ainsi que le fait d'avoir coupé le cordon et d'être parti sur sa propre voie, quitter ses parents pouvant être une mort symbolique. Il revient dans le village de son enfance pour le reconquérir en tant qu'adulte. Comme moi qui suis revenu dans le village de mon enfance pour me balader en lutin dans la forêt. Chacun son niveau. Après être venu à bout du temple, il découvre le bourgeon de l'arbre Mojo, symbole de la renaissance et du renouveau. Et je pense que c'est le bon moment pour faire une parenthèse sur la place du bouddhisme dans la société japonaise. Mais comme je suis pas un expert, je vais résumer simplement et je vais laisser des gens plus qualifiés que moi expliquer mieux que ça dans les commentaires. En gros, partez du principe que je dis peut-être des conneries. Mais je pense pas. Mais je suis pas sûr. Les Japonais sont bouddhistes, enfin pas tous et pas que, mais il y en a beaucoup et ils ont 2 religions principales donc c'est compliqué. Bref, pour faire court, les croyances bouddhistes sont importantes au Japon, et Zelda est une franchise japonaise, il faut donc s'attendre à y voir des références au bouddhisme. Donc quand l'arbre Mojo renaît sous la forme de son bourgeon, il faut comprendre que s'il s'agit d'un être différent, dans la tradition bouddhiste, il représente une continuité de la vie du précédent. Link apprend donc que la mort d'un proche n'est pas une finalité et peut ainsi l'accepter. Il apprend également de ce bourgeon ses véritables origines, l'histoire de sa mère qui est morte pour le sauver de la guerre. Ainsi, Link sait enfin d'où il vient, et fait donc un autre pas hors de l'enfance et de l'ignorance. Il part ensuite pour le mont du péril, où il rencontre le fils de Darunia, qu'il a nommé en son honneur. Oui, du coup, dans ma partie, il s'appelle Connard, et ça me fait beaucoup rire. Encore une fois, ça fait partie de la vie adulte, des amis qui ont des enfants. Et ces amis sont d'ailleurs en danger, mais cette fois-ci, un danger bien plus direct que la dernière fois. C'est donc à Link de les sauver. Il laisse également Darunia partir affronter le dragon seul, car il le traite comme son égal, mais quand celui-ci échoue, notre héros est forcé de finir le travail. Le temple du feu nous montre un autre aspect de l'amitié, où l'on doit parfois aider ses amis quand ils sont dans une situation délicate. Là où dans la caverne d'Odongo, devenir leur ami était une conséquence d'un désir égoïste de récupérer le rubis, ici on doit libérer plusieurs gorons emprisonnés pour avancer. Les aider est une part essentielle de l'aventure. On notera également que quand Sheik nous apprend le boléro du feu, il parle d'amitié. Vient ensuite ce foutu temple de l'eau où l'on retrouve Ruto qui a clairement mieux à faire que de nous attendre. Là où dans le ventre de Jabu Jabu on devait la porter et s'occuper d'elle, cette fois-ci elle part devant et on doit la rattraper. Encore une fois c'est un retour sur une thématique, dont le sens est explicité par la chanson qui accompagne le temple, la sérénade de l'eau. On remarque également que Ruto, dans son design, est désormais bien plus sexualisé. Désormais, la sexualité, et par extension la romance, n'est plus une nouveauté que l'on découvre ensemble. Ruto est devenue une femme adulte, qui sait ce qu'elle veut, et elle a d'autres priorités que Link, notamment sauver son peuple. Et sans déconner, si on suppose que le temple de l'eau est une analogie pour recroiser son ex, on comprend pourquoi ce donjon est une telle purge. C'est également dans le temple de l'eau que l'on affronte l'ombre de Link. Encore une fois, il y a une symbolique ici. Il s'agit évidemment de la part d'ombre dans sa personnalité, exacerbée par un monde adulte bien plus cruel, qu'il doit affronter et vaincre. Et le boss est totalement une MST, regardez-moi cette gueule. Viennent ensuite les 2 derniers temples qui sont particuliers. En effet, ils nécessitent tous les 2 de revenir en enfance pour faire une sorte de mini-donjon avant de pouvoir faire le vrai donjon en tant qu'adulte. Encore une fois, ça joue vraiment dans les thématiques de grandir et de passer de l'enfance à la vie adulte. On commence donc par le temple de l'ombre précédé du puits du village. Ce sont des endroits macabres, ils s'inspirent clairement de l'univers de la mort. Ce n'est pas pour rien que l'un d'eux se situe derrière le cimetière. Ils sont remplis de morceaux de cadavres et de traces de sang et semblent presque sortis d'un opus de Resident Evil avec les jumpscares en option. Pourtant, le thème de la mort a déjà été abordé avec l'arbre Mojo. Mais ici, il ne s'agit pas de la mort d'un proche, mais de sa propre mortalité. Link apprend à accepter le fait qu'il mourra un jour, une fatalité à laquelle on doit tous faire face en grandissant. Et c'est pas pour rien que c'est le temple à l'ambiance la plus lourde et à la musique la plus glauque. Faire face à la peur de mourir, c'est pas rien, et tout le monde n'y arrive pas. C'est pour ça que ce donjon et le suivant sont si intéressants, puisqu'ils vont au-delà du simple fait de grandir. À partir de là, on va plus loin. Link conquiert sa propre mort dans le temple de l'ombre, puis il part dans le désert Gerudo pour le temple de l'esprit. Et bonjour symbolique bouddhiste subtil, fait comme chez toi, entre il y a des chips et du coca. Le temple de l'esprit, c'est la dernière étape. Link fait face à sa spiritualité. Et pour ajouter à la symbolique, il obtient un bouclier miroir qui permet d'éclairer les zones d'ombre. Le parallèle semble clair ici. Link atteint l'illumination, le nirvana. Il dépasse sa condition de mortel et se libère des souffrances du monde matériel. On voit d'ailleurs ça à la fin du donjon quand le boss, les sœurs Kume et Kotake, au lieu de se désintégrer dans un nuage de flammes comme tous les boss précédents, sont envoyés dans l'au-delà. Link n'est plus juste un guerrier, il est un sauveur, dans un sens assez chrétien cette fois-ci. D'ailleurs, on notera la présence d'auréoles au-dessus des têtes des sorcières comme pour souligner la référence, loin d'être la seule faite à la culture occidentale. Enfin complet, Link part pour le château de Ganon, où il doit affronter des versions miniatures des épreuves passées. Ayant déjà conquis ses peurs, armé de son illumination nouvelle, ça ne lui pose aucun problème.
à l'exception d'une seule salle qui n'a rien à voir avec les autres, celle de la lumière. En effet, il n'y avait pas de temple de la lumière, et la salle finale de l'épreuve semble vide. En réalité, il faut utiliser le monocle de la vérité pour voir qu'il y a un faux mur et que la vraie salle se situe derrière. C'est la dernière épreuve pour Link en tant qu'adulte illuminé. Il doit savoir que la vérité n'est pas forcément ce qu'elle semble être et qu'il faut aller au-delà des apparences. Finalement, après avoir vaincu Ganondorf, Link est renvoyé dans le passé pour grandir normalement, car Zelda pense qu'il a le droit à une enfance comme tout le monde. Mais l'enfant qu'elle renvoie dans le passé a déjà atteint le Nirvana, il est donc capable d'arrêter Ganondorf sans l'épée de légende et d'illuminer un monde qui sans ça aurait été voué à plonger dans les ténèbres. Après il y a Majora's Mask, mais ça c'est un autre plan de nouilles. Ocarina of Time est donc une histoire qui nous parle de grandir, de regarder le monde devenir de plus en plus gris autour de nous, et d'apprendre à accepter que les beaux jours de l'enfance sont derrière et qu'il faut maintenant travailler à rendre ce monde meilleur. Oui, Link a couché avec Ruto et c'est dégueulasse, ils avaient 10 ans, mais c'est pas ça l'important à retenir. C'est juste pour attirer l'attention et c'est plus symbolique qu'autre chose. Le cœur de tout ça, c'est que ce jeu nous fait passer de l'enfance à la vie adulte de bien des façons et pas juste en tirant sur une épée magique. J'ai évidemment pas mal condensé tout ça et j'ai survolé pas mal de questions qui auraient mérité beaucoup plus de temps. Si vous cherchez, vous trouverez dans le jeu énormément d'autres détails qui tournent autour de cette thématique. Que ce soit avec les Kokiri qui ne grandissent pas et qui se retrouvent pris au dépourvu sans figure d'autorité, ou bien avec le fils du charpentier qui n'accepte pas d'où il vient et finit par se transformer en monstre. On peut aussi parler du fait que les 6 sages n'arrivent pas à atteindre l'illumination, et à l'exception de Roru, ils meurent tous dans leurs temples respectifs. Oui, les 6 sages sont morts, c'est complètement sous-entendu, bim, théorie bonus. Je vais pas prendre le temps de l'expliquer, lisez les dialogues quand ils vous donnent les médaillons, c'est suffisamment clair. Ils ont canné les cons. Il peut rien moi. Tout ça pour dire que moi, j'ai grandi avec Ocarina of Time, et que ma façon de le voir a évolué en même temps que je l'ai fait. De 4 à 10 ans, je ne faisais que refaire encore et encore le début du jeu jusqu'à la caverne de Dongo, parce que j'étais terrorisé par les dinosaures qui sortaient du sol. Et quand j'ai eu 10 ans, ça a été le premier jeu vidéo que j'ai terminé de toute ma vie. Depuis, je l'ai fini des dizaines de fois, avec tous les quarts de cœur, tous les objectifs secondaires, ce jeu je l'ai saigné, et je le saigne encore aujourd'hui. Entre temps, plein de Zelda sont sortis, et j'ai joué à tous les opus. Génial! Sauf cela, mais je reviens toujours à Ocarina of Time, j'ai acheté la 3DS juste pour jouer au remake. Ce jeu est un pilier de qui je suis, c'est le jeu de mon enfance. Et je l'ai emporté avec moi dans ma vie adulte. Mon imaginaire s'est forgé dans la forêt Kokiri et les bois perdus. Et la musique qui résonne dans la plaine d'Hyrule me donnera toujours autant envie de repartir à l'aventure. Parce que même s'il est important de grandir, il ne faut jamais abandonner l'enfant qui est en nous. Et n'oubliez pas, tous les jeux ont une histoire. Un seul est une légende.